Bonsoir à tous pour la deuxième fois. Merci Maël pour ces reprises à répétition. Bonsoir à tous et j'espère que vous allez bien. C'est un énorme kiff de vous retrouver pour l'analyse de marché hebdomadaire. William va continuer avec la petite analyse classique et Maël va vous faire les actualités. J'espère qu'elles ont été bonnes. Je te passe la parole, Maël. Salut tout le monde. Alors du coup, on commence par une enquête qui a été menée par Coinbase et qui indique que 20% des Américains possèdent de la crypto. Et surtout, le point important, c'est que les Américains préfèrent la crypto au système financier actuel. Donc d'après l'étude, environ 80% des Américains ont indiqué que le système financier mondial était injuste et coûteux, et 67% ont indiqué que le système actuel avait besoin d'une refonte complète. Et si on continue sur les chiffres clés de cette étude, on a aussi remarqué que les Américains ont exprimé une vision assez favorable sur les cryptoactifs, puisqu'environ 52 des investisseurs en crypto ont indiqué dans l'enquête que la crypto et la blockchain rendront le système financier plus juste. Donc c'est des chiffres qui sont quand même intéressants. Et enfin, la dernière donnée qui est assez importante, c'est que 20 des Américains possèdent de la crypto. Donc voilà. Donc 20 des Américains, ça correspond environ à 52 millions de personnes, donc c'est pas mal, qui posséderaient un type de crypto, et que 29 souhaitent, ou en tout cas ont montré un intérêt à en acheter, au cours des 12 prochains mois. Donc c'est une étude qui est assez intéressante et qui montre que la crypto est de plus en plus, acceptée, aux États-Unis. Ensuite, on bascule donc sur le BUSD, donc plus de 2 milliards de BUSD ont été brûlés au cours des 7 derniers jours. Donc on vous a dit, lors des lives, hein, on continuait à suivre la saga, du stablecoin de Binance. Donc l'œuvre du BUSD a diminué de 18, donc ce qui équivaut à une baisse d'environ 2 milliards de dollars, qui atteint, je crois, 10 milliards. Donc ça veut dire que l'offre, en circulation, est aux alentours de 10 milliards de dollars, et cette baisse a amené le BUSD en dehors du top 10 des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, elle est 12e, et Mais, bien mais, entendu. mais Ouais. excuse-moi Maël de te couper, mais c'est intéressant de voir aussi que malgré cette chute brutale et qui a été rapide, il maintient son PEG. Donc ça prouve qu'ils ont aussi les reins solides. Et rappeler à tout le monde qu'on a quasiment un an pour retirer vos BUSD. N'attendez pas à la dernière minute. Exactement, exactement, et pour compléter ce que tu dis, ben, le malheur des uns fait le bonheur des autres, car la baisse du BUSD, ben, elle a profité à d'autres stablecoins, notamment l'USDC et l'USDT, puisque la capitalisation boursière de l'USDC, elle a augmenté de 827 millions de dollars, et celle de l'USDT de 466 millions. Donc bon, ils ont pu reprendre une belle part de marché. Ensuite, on bascule sur la blockchain Solana, qui a été hors ligne pendant plus de 20 heures. Donc ça s'est Classique. pas ça commence à être un classique. Donc ça s'est passé le 25 février. Donc Solana a connu un ralentissement, au niveau de la production de blocs, et donc ça serait dû à une mise à niveau du logiciel de validation. Donc c'est une mise à jour qui a provoqué une panne, ben, ce que j'ai dit tout à l'heure, de plus de 20 heures, et donc ça serait dû à la mise à niveau du logiciel qui passait d'une version, je crois que c'est de la version 1.13 à la 1.14, et comme tu l'as dit, Jessie, ça commence à être un classique puisque Solana enchaîne les problèmes techniques depuis depuis pas mal de temps, puisqu'au mois de Impressionnant. janvier, c'est ça, au mois de janvier, ils avaient déjà dû arrêter, la blockchain. Eh beh, Ensuite une Ouais. Bon, William, j'aime toi, t'es pas pas objectif. On veut pas de commentaires. j'aime pas Sona, j'avais déjà dit, je crois. Tu l'as déjà dit. C'est Mais là, au moins, ça donne un argument supplémentaire. Ensuite, après la news, ça s'est passé en Colombie, donc il y a eu un procès qui a été organisé dans le métaverse. Donc les participants de ce procès, ils ont utilisé la plateforme de Meta. Donc pour rappel, Meta, c'est le groupe qui détient entre autres, Facebook, Instagram, WhatsApp. Et donc, alors, d'après le retour des participants, l'expérience était quand même assez mitigée. Donc ça s'est passé mi-février, et donc c'est un tribunal colombien qui a voulu, faire une 1 audience dans le métaverse, et donc c'est Meta qui a offert donc c'était un espace de travail virtuel qui permettait aux équipes de communiquer en se servant de la réalité virtuelle. Donc les avocats étaient munis de casques VR, donc de casques virtuels, pour pouvoir, intégrer le procès.
Et donc les participants apparaissaient pardon, dans le procès sous la forme d'avatars qui étaient générés par des ordinateurs, d'accord? Et l'audience aussi était diffusée en direct sur YouTube. Et d'après le retour des participants, l'utilisation du métaverse dans ce domaine, donc le domaine de la justice, ça n'a pas vraiment fait l'unanimité. Puisque tu as certaines personnes qui ont critiqué les avatars qui ressemblaient un peu à des personnages de dessins animés et donc ça diminuait un peu le sérieux, étant donné que c'était une affaire judiciaire. Mais ça reste quand même une avancée dans ce domaine, donc c'est quand même un point assez positif. De ouf. Dans quelques années, tu vas te faire juger par un mec en pyjama dans son canapé. Exactement, c'est possible. Ensuite, on continue avec Visa. Donc ça, c'est une news assez importante qui ne compte pas ralentir son engagement dans la blockchain et les crypto-monnaies. Donc, Visa, donc la société de paiement, elle souhaite continuer son investissement dans le secteur des crypto-monnaies et elle ne souhaite pas ralentir son investissement, dans cet écosystème. Et elle a même confirmé son engagement, malgré c'était une étude, c'était malgré une récente étude qui suggérait le contraire. Donc c'était Reuters qui avait publié un rapport, c'était cette semaine, dans lequel il affirmait que Visa et Mastercard avaient l'intention, de faire une pause et d'arrêter leurs investissements sur les projets liés aux cryptos et ça a été complètement démenti par Visa. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que moi, j'étais resté sur la première news où il disait qu'il ralentissait. D'un coup, il changeait d'avis et j'ai trouvé que c'était hyper flou, les 2 informations. Mais bon. Exactement. Alors, la première information, c'est une enquête de Reuters. La seconde, c'est, la personne qui est en charge, qui dirige le département crypto-monnaie de Visa, qui a fait une interview, enfin non, ou je crois qu'il avait tweeté, pardon. Il a D'accord. tweeté le fait, que Visa continuait son engagement et ses investissements dans le secteur des cryptos. Ouais, génial. Après ça peut peut-être être un jeu de poker menteur, hein, ça on ne le sait pas, mais en tout cas, ça a été démenti par la personne en charge de la crypto chez Visa. Ensuite, c'est l'Espagne, donc c'est encore une étude qui est assez intéressante, qui a le plus grand nombre de propriétés disponibles à l'achat via la crypto. Donc l'Espagne est devenue le premier pays au monde, à proposer le plus grand nombre de propriétés disponibles à l'achat en utilisant des crypto-monnaies. Alors le nombre est faible, mais ça montre quand même qu'ils s'intéressent de plus en plus à ce moyen d'acquisition. Donc le nombre aujourd'hui de propriétés disponibles, c'est 289 et ensuite après les données, on va dire, pour compléter cette étude qui sont intéressantes, c'est la Thaïlande et le Portugal, donc suivent l'Espagne. Donc la Thaïlande est deuxième et le Portugal troisième en proposant la Thaïlande, c'est 227 propriétés et le Portugal 130. Disponible à l'achat bien sûr via la crypto. Et enfin, la dernière news, c'est 3 banques japonaises qui vont émettre des stablecoins sur la Japan Open Chain. Donc voilà, donc 3 banques, qui vont émettre des stablecoins qui vont être conformes à la loi sur les services de paiement japonais. Et donc ces stablecoins pourront être utilisés via des portefeuilles Ethereum, donc comme par exemple sur MetaMask. Et ce projet va surtout se concentrer sur l'échange de monnaie virtuelle, et notamment sur les exigences légales auprès des gouvernements locaux, auprès du Japon et surtout des entreprises privées. Et Et si voilà, vous voulez, vous renseigner sur les stablecoins, on a une belle vidéo qui sort, cette semaine, donc restez connectés. c'est ça. Je fais ma pub. Tu as bien raison. Ok, c'est bon mal du coup pour les news? Ouais, c'est bon pour les news. Bon, voilà, on va passer à l'analyse technique. Bonsoir à tous, j'ai pas encore dit bonsoir. Du coup, cette semaine, on peut déjà commencer avec un événement marquant là, c'est une belle bougie baissière qui s'est déroulée vendredi au petit matin vers 2-3 heures du mat, il me semble. Il y a 2 jours exactement, avec une baisse de plus de On dirait qu'il 6%. parle d'une scène de crime. Ouais, ça va, ça va. On a connu pire, hein, on a connu pire. OK, Mais c'est c'est vrai vrai. que, bon, de toute façon, nous, on était couchés en France, mais je pense que chez les Américains qui allaient s'endormir ou côté à l'est, ça devait assez paniquer. Clairement. Mais ouais, moins 6%. J'ai pas fait attention par rapport à une éventuelle une news fondamentale qui aurait pu être en corrélation avec cette baisse, ou alors c'est juste
un cas Il y avait plus... Gress il y avait Comment? Grayscale, la banque Grayscale qui a fait un peu de trembler les investisseurs aussi. Ils Ok. sont vachement flous en ce moment. C'est ça, Maël, hein? Toi, le spécialiste de l'actualité. Exactement, c'est ça. Grayscale, ouais. Je connais pas. Ouais. Ouais. Du coup, voilà, une grosse bougie baissière qui a imprimé moins 6% sur le BTC. BTC qui reste du coup sur la partie basse de cette bougie baissière, hein. Donc on est passé en un instant de 23 500 à 22 000, même moins. Euh, comme par hasard, si on trace des petits traits qu'on adore tracer, il suffit qu'on aille en daily, qu'on prenne les, les bougies baissières les plus bas en fait qui ont été faits précédemment, on trace la partie basse des mèches et puis comme par hasard la baisse en fait vient taper en fait quasiment parfaitement en fait la droite. Donc j'ai fait un petit paragraphe sur la newsletter de cette semaine. On parlait de la manipulation de marché il y a 2 semaines. Là on est typiquement en fait en plein dedans, hein. C'est-à-dire que là, grosso modo, la majorité des investisseurs, ils vont tracer la droite qui pourrait être appelée en fait droite support et puis ils vont trader en fonction de cette droite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, au fur et à mesure que le marché il reprogresse, il réévolue en fait de manière latérale. Il est où mon petit pinceau? Ici, à ce niveau-là. Si maintenant on vient retoucher du coup en fait cette droite-là, on aura plein de traders novices qui vont revenir en fait, qui vont tenter en fait un achat pour essayer de profiter de cette droite support imaginaire. Ce qui fait que du coup, on aura des ordres d'achat qui vont confluer sur cette droite-là, avec des stop loss qui vont être forcément un peu plus bas, qui vont être à ce niveau-là, qui peuvent être à ce niveau-là, qui peuvent être à ce niveau-là. Et ça, c'est ce dont ont besoin en fait des gros acteurs pour pouvoir se placer. Et je ne serais pas surpris si dans les prochaines semaines, on voit le marché faire peut-être potentiellement un aller-retour plus ou moins rapide vers le bas. C'est-à-dire que si maintenant on se projette dans un scénario où le marché fait un aller-retour assez rapide par le bas pour remonter vers le haut, c'est-à-dire que on va faire un petit peu de, on va juste rendre ça un peu plus joli, voilà. Euh, Si on se projette dans un scénario où le marché fait un aller-retour vraiment rapide vers le bas, on pourrait très bien en fait avoir quelque chose qui fait comme ça vraiment très rapidement. Et à ce moment-là, vous pouvez être sûr et certain que tous les traders qui sont placés sur la droite support et qui utilisent ce genre de choses pour trader sont fait avoir et puis ils sont game over, clairement. Et C'est-à-dire que, oui, excuse-moi, William, c'est juste pour expliquer un petit peu, c'est quoi les paramètres qui vont te guider un petit peu dans la potentielle chute? Parce que là, tu as mis un stop loss en bas, tu as mis une zone rouge qui s'arrête pile poil au niveau d'une mèche. Pourquoi celle-ci? Pourquoi pas un peu plus bas? Qu'est-ce qui te pousse à sélectionner cette zone? non, alors vraiment, faut pas prêter attention par rapport à mon rectangle rouge. Le rectangle D'accord. rouge, alors pour vous expliquer un petit peu en fait la fonctionnalité ici sur TradingView, parce que il me semble qu'on n'a jamais abordé ça, c'est que là vous avez du coup en fait un simulateur en fait d'ordre en cours. C'est-à-dire que là, au niveau de ce rectangle, il y a trois parties. Il y a la partie verte, donc lorsque vous êtes en profit, la partie rouge quand vous êtes en négatif, en perte, et le milieu, le petit trait blanc, qui correspond du coup en fait quand vous êtes ce qu'on appelle en fait even, c'est-à-dire vous n'êtes pas en négatif ni en positif. Donc maintenant, admettons que C'est le point d'entrée, tout simplement. sur le Aussi. point d'entrée, mais après si ça, tu peux très bien en fait rentrer. Tu peux très bien rentrer en fait ici à ce niveau-là. Si le marché il reprogresse ici et qu'il revient à ce niveau-là, voilà, tu seras en fait à even. Évidemment, tu es Oui. rentré à ce niveau-là, bien sûr, mais oui, ça correspond au point d'entrée. C'est-à-dire que si maintenant, là, on est à 22 436, on achète maintenant, on aura du coup en fait cette ligne horizontale blanche qui va se positionner à 22 436 et dès que le marché il va reprogresser vers le haut, on sera dans le vert, donc on sera en positif, donc on aura un pourcentage de plus-value latente. Et si maintenant le marché il descend vers le bas et qu'on est toujours en position, on aura une moins-value latente. Donc quand vous mettez un trade comme ça, quand vous ouvrez un trade comme ça, euh, vous allez mettre en fait un stop loss, ce qui veut dire que si vous faites un achat sur le marché à ce moment-là, que admettons vous aimez bien les droits de support et que vous tradez avec, et ben admettons qu'on pose notre ordre comme ceci ici,
C'est-à-dire que là, à ce moment-là, en fait, lorsque le marché il va revenir, euh, pardon, quand le marché, admettons, qui progresse un petit peu comme ça, qui remonte, qu'ensuite vous posez votre ordre d'achat à ce niveau-là, que le marché revienne aux alentours des 22 460, c'est-à-dire qu'on va le simuler de manière très grossière, le marché va venir ici, à ce niveau-là, et à ce moment-là, du coup, vous allez rentrer en fait en position, vous allez rentrer en fait dans votre trade. Et au préalable, vous aurez du coup configuré un stop loss que vous pouvez aussi modifier par la suite, mais je vous conseille quand même de le faire au moment même où vous positionnez l'ordre. Donc là, où vous allez positionner en fait un stop loss en fonction de différents paramètres, dont celui qui que tout le monde pense en premier, c'est par rapport au risque, au, au fameux en fait RR, donc au risque reward. Ouais, Donc, bien sûr. oh, comment? Ouais, ouais, j'étais en train de te dire risque et reward, mais Ouais, voilà, t'avais donc au ratio risque récompense en français. Donc, en fait, plus vous allez positionner un stop loss qui est bas dans cette configuration-là. Donc, admettons que vous soyez rentré en fait à 22 442. Si maintenant vous mettez votre stop loss à 21 953, si le marché descend à 21 953, vous allez être sorti du trade. Il va vous éjecter automatiquement. Si maintenant vous mettez un stop loss plus bas, par exemple beaucoup plus bas, et que vous mettez aux alentours de 20 300, 20 301 ici, et ben forcément il va falloir attendre un petit peu plus pour éventuellement vous faire éjecter, parce que comme vous êtes plus bas, le marché peut très bien prendre plus de temps avant de redescendre, ou alors il pourrait très bien même ne jamais redescendre à ce niveau-là. C'est aussi possible. Dans tous les cas, plus vous augmentez la taille de votre stop loss, moins en fait vous aurez en fait un ratio risque-récompense qui sera moins élevé. Ce qui fait que du coup, vous devrez potentiellement attendre un peu plus longtemps avant de faire un pourcentage un peu plus conséquent. Donc là, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. C'est pas forcément évident de comprendre ça en premier recours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, en fait, vous allez avoir en fait deux ordres positionnés. C'est-à-dire un premier ordre d'achat à ce niveau-là. Et quand il sera pris, quand vous serez du coup en fait ce qu'on appelle trigger, donc ça veut dire quand vous serez activé, quand vous serez en fait en trade, vous allez du coup automatiquement avoir un second ordre de stop loss qui sera positionné à cet endroit-là et qui va correspondre à vos pertes. Et c'est là où je veux en venir, c'est que si maintenant vous mettez un stop loss un petit peu trop, pas forcément trop risqué, hein, mais vous le mettez par exemple à ce niveau-là, si le marché fait un aller-retour rapide, c'est-à-dire que il monte un petit peu et que là à ce moment-là vous êtes en position, vous rentrez en position qui descend encore plus bas ici. Donc là en même temps vous êtes entré dans le trade, vous êtes éjecté. Donc là vous êtes stoppé, vous êtes éjecté, vous êtes en perte. Le marché redescend à ce niveau-là et puis après il remonte rapidement, brutalement. Ça fait que du coup en fait vous êtes complètement perdant et votre liquidité a permis à d'autres de se positionner sur le marché, de faire un profit. Donc faut vraiment être super prudent avec ce genre de zone. C'est vraiment des zones qui sont facilement distinguables, pardon. Euh, Il y a des figures comme ça, des figures chartistes, figures graphiques, des gens qui traitent beaucoup avec plein d'indicateurs très connus. Et c'est vraiment, c'est risqué parce que plus c'est connu, bah forcément plus c'est sujet à manipulation. Donc il faut faire attention par rapport à ça. Voilà pour ça, donc la grosse baisse au vendredi matin, depuis c'est vraiment léthargique, il se passe strictement rien, on reste sur les mêmes niveaux depuis vendredi 2h du mat, donc rien de spécial. Ethereum c'est pareil, même config que le BTC, même config que le BTC, il me semble qu'on a pris une baisse un petit peu moins importante, donc on va pas s'attarder sur ces graphiques. Dans la newsletter, On va pas s'attarder, mais c'est quand même impressionnant de voir la symétrie des mèches, je trouve. Entre le Bitcoin et l'Ethereum, les deux Ah, mèches. oui, oui, oui. Enfin, Ouais, bah après, c'est le BTC, hein, quand il descend, il y a tout qui descend en même temps, hein. C'est c'est vraiment vrai pour tous. Après, pour la remontée, pour l'éventuelle correction, enfin le réajustement, en fait, cette baisse, là, ce sera un petit peu différent, comme je vais vous le montrer. et ça confirme aussi la dominance toujours du Bitcoin, en fait, et qu'elle est toujours aussi présente. Ah bah, c'est le BTC qui dicte le marché, hein, ça c'est évident, ouais. Impressionnant, ouais. Ouais. Ça, c'est évident, ouais. D'ailleurs, un événement quelque chose qui peut être sympa à regarder. Qu'est-ce qui s'est passé sur la dominance du BTC le vendredi matin à 2h? Elle a quand même chuté. Elle a quand même chuté. Ok. Alors là, c'est vraiment pas une,
comment dire, c'est pas une généralité, c'est que lorsque vous avez une grosse baisse du BTC, vous pouvez très bien voir la dominance du BTC qui monte. Là, elle a baissé, donc sur la même tranche horaire, c'est-à-dire que on a perdu, on a perdu, on a perdu combien? 43, 0,4, 0,5% de dominance du BTC, ce qui veut dire que soit c'est un peu plus allé dans les alts, soit ça allait plus dans les stables. En l'occurrence, vu l'état du marché, je pense que ça allait plus dans les stables. Donc des gens qui ont retiré en cryptoactifs et qui sont partis plus sur du stablecoin. Euh, voilà pour ça, Ethereum, donc rien de spécial. Sur la newsletter, j'ai mentionné SNX. SNX, c'est un projet vraiment DeFi par défaut, hein. C'est des crypto actifs synthétiques qui permettent de, de reproduire en fait la valeur, le prix et la valeur en fait d'actifs réels et qui va du coup en fait les tokeniser sur les différents réseaux blockchain. En l'occurrence, initialement c'était Ethereum, maintenant je pense qu'ils se sont développés sur d'autres réseaux à confirmer. Mais en tout cas, eux, bah, ils ont pris bah, forcément aussi la baisse du vendredi, mais par contre il a montré une, une résistance qui était qui est quand même bien marqué par rapport au BTC, par rapport à Ethereum. Donc il a très vite repris du coup la baisse qu'il a prise suite à la chute du marché crypto global le vendredi matin. Et là, il nous fait maintenant des plus hauts et j'ai l'impression qu'il veut éventuellement partir un petit peu plus haut. Faudra voir éventuellement la fermeture ce soir, s'il ferme avec une grosse mèche de réjection et pour repartir dans cette phase de latéralité dans laquelle il est depuis mi-janvier, ou alors s'il clôture vraiment en fait en amont de ce dernier plus haut et qu'il souhaite chercher plus haut à voir. Tout va dépendre aussi beaucoup du marché en général. Mais là, c'est ce que vous voyez en fait, c'est que SNX, bah, il a une progression qui est assez régulière, assez propre, un peu comme Atom. Et voilà, à voir ce qu'il va faire sur les prochains jours. Mais si le marché crypto repart de l'avant à partir de lundi, il y a de grandes chances que SNX soit un des gagnants potentiels. Euh, voilà pour ça. SRCT, il me semble qu'il a fait sur. Ouais, il rebouge un petit peu là en ce moment là, du coup, avant la clôture des lits. Là, vous voyez par exemple que Secret en fait, il est venu même en fait corriger encore plus bas que la baisse en fait du vendredi matin. Donc il a continué un petit peu à plonger. En général, c'est ce qui se passe quand il y a des actifs qui progressent un petit peu trop, mais là c'est pas vraiment le cas. Qu'est-ce que je voulais vous montrer encore? Éventuellement, Injective c'est pareil. Il a recorrigé encore plus bas que le point bas du vendredi à 2h du mat. Va falloir être un peu prudent sur Injective là, les prochains jours, prochaines semaines, vu la progression assez verticale qu'il a eu en fait depuis début janvier. Euh, Faut faire attention, c'est ce que je disais, hein, c'est les expansions très verticales. Fais attention aux corrections, ça peut être au moins tout aussi violent, si ce n'est plus, même si pour l'instant on a l'impression de corriger, de stagner dans un plateau assez haut. À voir les prochains jours comment est-ce que ça se profile. Mais voilà. Sinon, à part ça, rien d'autre, rien de spécial. Atom qui résiste, pas plus bas que le plus bas de vendredi. 12.1. Ouais, toujours très propre Atom, hein. Toujours très propre en weekly, en daily. Corriger un peu Il, plus. il est impressionnant. Ouais, ouais, il est impressionnant, ouais. Sinon, sentiment global général, il faut faire attention par rapport à. Là, on rentre quand même dans des zones assez critiques, c'est-à-dire que les expansions verticales comme ça, ici, comme je vous le disais, hein, ça peut être corrigé assez rapidement. Donc, si maintenant le marché il souhaite corriger un peu plus bas, il peut aller très vite, beaucoup plus bas. Euh, c'est un sentiment qui est vraiment assez partagé là en ce moment. Donc, voilà, faites attention, restez prudent sur les marchés et on se dit à la semaine prochaine.